C'est confirmé, le clan Ravalomanana se positionne en tant qu'opposition du régime actuel. La nomination du leader de l'opposition n'attend plus que la démission de Roland Vatmang. Marc Ravalomanana passera à l'action avant l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Cette tournure de la position du team bouleversera certainement le rapport de force au Parlement. Anne Gerardson. La mouvance Ravalomanana est actuellement à pied d'œuvre afin de nommer le leader de l'opposition d'ici peu. 8 mois après l'investiture du président Radzonar Mapian, le retour de Ravalomanana n'est pas encore dans les priorités du régime actuel, ce qui a décidé le camp Ravalomanana à se positionner dans le camp de l'opposition. Ses partisans suivront-ils les directives de l'ancien président? Les conseillers du président Radzonar Mapian, proches de Ravalomanana, démissionneront-ils? D'un côté, le divorce est consommé entre le MAPAR et le pouvoir. L'interdiction d'accès aux écoles primaires publiques a fait déborder la vase. En dépit de la note sortie par la circonscription scolaire d'Atananarivo prohibant l'accès aux écoles primaires publiques, Naïf Raouldine, député du 5e arrondissement, martèle qu'il ne fera pas machine arrière. Nous comptons poursuivre nos actions sociales dans tout Madagascar, quoi qu'il advienne. Si en faisant ces œuvres caritatives, le régime actuel nous range dans le camp de l'opposition, c'est leur problème. Nous ne sommes pas prêts à se rétracter. Nous n'avons pas de problème avec l'ancien président Ravalomanana. Si la mouvance Ravalomanana souhaite se rallier avec le MAPAR pour lutter contre la pauvreté, nous ne déclinerons pas leur invitation. Face à l'évolution de la situation, Atchef Ndjazanadjiri, député HVM, affirme qu'il est contre les fauteurs de troubles. Les forces vives de la nation doivent soutenir les dirigeants actuels et proposer des suggestions en vue de la mise en œuvre du programme national de développement. Plutôt difficile dans une conjoncture qui entre dans une zone de turbulence. Sur le plan diplomatique, cette fois-ci, le ministre des Affaires étrangères, Arsullah Larazafchim, a reçu ce jour le ministre des Affaires étrangères malaisien, Dato Hamza Zainuddin. D'après ses explications, tout type de partenariat est possible entre Madagascar et Malaisie. La Malaisie, de langue anglaise, a sa place dans le secteur de la production, du tourisme et bien sûr de l'industrie. La Malaisie est également un des pays les plus développés en Asie. Il a pu se détacher du statut de pays en voie de développement en 25 ans pour avoir le statut d'un des pays les plus développés. Il n'y aura plus de délestage ce mois d'octobre pour la ville d'Antananarivo et continuera d'une manière ponctuelle dans les provinces. La Jirama a offert une période de répit en ce qui concerne le délestage économique, mais avec la saison de pluie, le délestage technique prendra le relais comme tous les ans. Les détails. Le ministère des Finances a alloué à la Jirama un financement pour l'achat de 2100 mètres cubes de carburant pour l'approvisionnement de la Jirama au titre du mois d'octobre. Les centrales thermiques à Madagascar ont besoin de 8300 mètres cubes par mois. Le délestage à Antananarivo vient donc d'être résolu. Par contre, le délestage continuera dans les provinces, mais de manière ponctuelle. On ignore le montant du financement octroyé par le ministère des Finances. Kalana et Jovena contribueront à l'approvisionnement de la société nationale si auparavant Total était le seul approvisionneur. Kalana fournira 300 mètres cubes à la ville d'Antananarivo, Jovena 1000 mètres cubes et 800 mètres cubes par Total. Il est alors probable que ce délestage économique reprendra au mois de novembre. À part cela, chacun devrait se préparer sur la baisse du débit d'eau des centrales thermiques approvisionnant Madagascar en électricité. Cela est causé par le temps, affirme Randy Anarsan Fenu, responsable de la communication au sein de la Jirama. L'audit des sociétés ayant un partenariat avec la Jirama est une des solutions proposées par le ministère de l'Énergie afin d'améliorer les services de la Jirama. D'après les informations reçues, plusieurs opérateurs sont contre l'initiative d'un audit.
Aucune hausse de facture n'est jusqu'ici prévue, malgré la perte sur la production d'un kilowatt à 1200 arrières, mais vendu à 380 arrières à la clientèle. Le ministère de l'Énergie a également proposé le fait de faire de cette société une société commerciale. L'État semble ne pas être convaincu par cela. En tout cas, il est clair que toutes les solutions proposées par le ministère de l'Énergie n'ont pas été prises en considération. La question d'énergie renouvelable est par contre loin d'être réalisable. Seule la solution pour un mois est jusqu'ici trouvée. Qu'en sera-t-il du mois de novembre et des suivants? Le PND, ou Plan national de développement, sera révélé avant la fin de ce mois. Le nombre exact des axes stratégiques ne sont pas encore déterminés, d'après le directeur de cabinet du ministère de l'économie. Mis en place le 5 septembre dernier, le comité de pilotage est en train de finaliser l'élaboration du Plan national de développement. Reportage. Il n'y avait aucune pression de la part des bailleurs de fonds dans la mise en œuvre du processus d'élaboration du plan national de développement d'après le ministère de l'économie. Ce document a été élaboré à l'initiative du gouvernement comme un prolongement du programme général de l'État ou PGE. L'arrêté portant sur la mise en place du comité de pilotage n'a pourtant été promulgué que le 5 septembre dernier, ce qui fait que le gouvernement n'a eu que 2 mois pour concevoir ce plan quinquennal. Un délai jugé trop court par le professeur Alson Roger, analyste politique. Les bailleurs de fonds attendent la présentation du PND afin d'orienter leur appui en fonction des axes prioritaires, d'après Foulzar Honoré, directeur du cabinet du ministère de l'économie. Le montant des financements attendus s'élève à 700 millions de dollars. J'infirme les bruits qui courent actuellement sur les pressions des bailleurs de fonds afin d'accélérer le processus d'élaboration du plan national de développement. Ce document a été élaboré à l'initiative du gouvernement. Ce PND est le 3e plan de développement conçu à Madagascar, le DSRP, document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, et le MAP, Madagascar Action Plan, ont chacun leur propre vision. Ils n'ont rien apporté. Qu'en sera-t-il du PND conçu par la 4e République? Apportera-t-il des solutions durables? La filière éthanol est un secteur porteur en matière de création d'emplois et rien que pour la production de la canne à sucre, 10 personnes au moins sont indispensables pour l'exploitation d'un hectare. Le ministère envisage de créer 8 usines dans chaque district afin, bien sûr, de promouvoir la filière. La cellule de coordination de l'éthanol a été mise en place ce jour. Sa mission, être le premier interlocuteur des investisseurs malagasy. Chakravunerson. La production de canne à sucre, matière première de la production d'éthanol, s'étend sur une superficie de 75 000 hectares, d'après les résultats de l'enquête du ministère de l'Industrie. Ce ministère prévoit d'installer 8 usines dans chaque district afin de promouvoir l'exploitation de l'éthanol dans tout Madagascar. Cette filière générera des milliers d'emplois selon les estimations. Le projet éthanol a été surtout choisi pour la création d'emplois, en réponse donc à la directive faite par le président de la République en application de la politique générale de l'État. Le projet éthanol aujourd'hui peut être appliqué dans tous les districts de Madagascar. Il est prévu donc de produire, de faire marcher à peu près 8 usines par district. 8 usines par district. Si l'on ne parle que d'une usine avec une capacité de 2000 litres par jour, une usine de 2000 litres par jour nécessite à peu près 60 hectares. Donc si on compte que 1 hectare amène 10 emplois permanents, une usine de production de 2000 litres par jour fera donc obligatoirement 600 emplois permanents. Une seule usine de production d'éthanol a pour le moment obtenu l'agrément du ministère de l'Industrie. Sa production tourne autour de 2000 litres par jour, une offre qui est de loin de satisfaire la demande.
Mis à part le secteur agricole, les emplois créés par la filière éthanol s'étendent vers la transformation, la mise en vente, voire la fabrication de rechauds à éthanol. En vue d'attirer les opérateurs économiques locaux à investir, la politique industrielle prévoit des mesures incitatives. J'ai saisi l'occasion pour informer aussi le public que d'ici peu, il y aura validation de la nouvelle politique industrielle. Et la filière éthanol fait partie dans cette politique industrielle. Et j'espère que si on veut vraiment relancer l'industrie à Madagascar, le secteur industriel devrait bénéficier d'une incitation fiscale pour à la fois renaître de ses cendres à cause de la crise, mais aussi être compétitif dans cette mondialisation que Madagascar ne peut pas fuir. Hormis l'abattement fiscal, le ministère a conclu un accord de partenariat avec une banque privée. L'objectif, améliorer l'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises. Une cellule de coordination de l'éthanol a été mise en place ce jour. Sa mission, être le premier interlocuteur des opérateurs économiques intéressés par la filière. 72 heures avant l'application de la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, la sensibilisation est insuffisante et devrait être renforcée, affirme le directeur du cabinet de la police nationale. Les responsables des affaires des responsables des karaokés se plaignent comment contrôler leurs clients. Durs seront les travaux qui attendent la commune qui jusque-là n'a fait aucune sensibilisation. Les précisions dans ce reportage de Michela Ranardson. La loi 29.511/2013 du 3 octobre 2013 sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics sera effective dans 2 jours. Pourtant, jusqu'ici, aucune sensibilisation, ni affichage, ni spot audiovisuel n'est perçu dans les lieux concernés comme les restaurants, les salles de karaoké ou les bars. Les responsables appréhendent de ne pas pouvoir contrôler leurs clients. La police nationale se montre circonspecte quant à l'application de la loi. Chaque policier est investi du pouvoir de contrôle. Le commissaire Abila Jean, directeur du cabinet du secrétariat d'État à la sécurité publique, affirme que la sensibilisation est très insuffisante et risque de créer un problème lors des interventions. La question se pose comment cette loi sera-t-elle appliquée. À titre de rappel, 2500 arrière-partiges de cigarettes sera payé par le fumeur pris en flagrant délit dans les lieux publics et 50 000 arrières par les responsables des lieux en présence de fumeurs. Et nous allons passer aux actualités internationales. Les attentats de ce mercredi à Kaboul interviennent au lendemain de la signature d'un accord de sécurité avec Washington et au surlendemain de l'investiture du nouveau président Ashraf Ghani qui succède à Hamid Karzai, lequel a dirigé le pays depuis la chute des talibans en 2001. La cérémonie de lundi avait été endeuillée par une série d'attentats dans la ville qui avait fait au moins 7 morts et 21 blessés. C'est un reportage de France 24. Pas de répit pour les Afghans. Ce mercredi matin, Kaboul a été secoué par 2 attentats suicides contre les forces militaires afghanes, à l'est et à l'ouest de la capitale. Un kamikaze en bicyclette s'est fait exploser près du bus. Il y a eu beaucoup de blessés et de morts parmi les soldats, mais je ne connais pas le nombre exact. On a réussi à emmener les blessés à l'hôpital sur des motos et dans des voitures qui passaient par là. Les attaques ont aussitôt été revendiquées par Zabiullah Mujahid. Le porte-parole des talibans parle d'un avertissement adressé au nouveau gouvernement. C'est un message clair au gouvernement larbin qui a signé le pacte des esclaves. Et nous allons augmenter nos attaques après cela. Ce pacte des esclaves, c'est l'accord de sécurité signé mardi avec Washington. Le nouveau président afghan Ashraf Ghani a décidé d'autoriser 12 500 soldats étrangers à rester dans le pays en 2015, après la fin de la mission de l'OTAN, qui s'achève en décembre. Les talibans, déjà très actifs cet été, avaient prévenu qu'ils multiplieraient les attaques tant que des soldats étrangers seraient présents sur le territoire. De fait, ils ont frappé Kaboul lundi, le jour même de la cérémonie d'investiture d'Ashraf Ghani. Ashraf Ghani, qui a malgré tout appelé les islamistes à des pourparlers de paix. Le premier cas du virus Ebola hors de l'Afrique a été diagnostiqué sur un patient à Dallas, dans l'État du Texas, aux États-Unis, et qu'il a rallié par vol le 20 septembre dernier.
en provenance du Libéria. Il a été diagnostiqué porteur du virus Ebola. Les États-Unis ont promis d'envoyer 1140 soldats au Libéria pour aider le gouvernement dans la lutte contre la propagation de l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 1000 morts dans ce pays. Et déjà, plus de 200 soldats américains sont sur place. C'est toujours un reportage de France 24. L'Américain infecté par Ebola rentrait d'un séjour au Libéria, l'un des pays les plus touchés par l'épidémie. Le malade a quitté Monrovia le 19 septembre dernier, sans symptômes apparents. Mais 9 jours plus tard, victime d'une forte fièvre, il est pris en charge dans cet hôpital de Dallas et placé en quarantaine. Ce cas est le premier détecté sur le sol américain, mais pas question pour les autorités de céder à la panique. Je n'ai aucun doute sur notre capacité à contenir ce cas Ebola. La maladie ne va pas se propager à travers le pays. Il est possible cependant qu'une personne qui a été en contact avec le malade, un membre de la famille ou quelqu'un d'autre, puisse développer les symptômes dans les prochaines semaines. Mais je suis sûr que nous stopperons la maladie. Première mesure annoncée, la mise en place d'un strict protocole médical autour des personnes ayant été en contact avec le malade. Nous avons identifié toutes les personnes qui ont ou qui ont pu être en contact avec le patient. Et attention, Ebola ne se transmet pas par une personne qui n'est pas infectée, ni par une personne qui n'a ni fièvre ni autres symptômes. Le patient, dont l'identité n'a pas été révélée, recevra un traitement expérimental. Pour le moment, il n'existe aucun vaccin contre Ebola, qui a déjà fait plus de 3000 morts. Ne ratez pas votre série Mistress juste après ce journal, suivi de Million Ways to Die in the West et un peu plus tard dans la soirée, Des Drop, un film drame. Merci d'avoir suivi le journal de Cool TV. On se retrouve demain à 20h45. Au revoir et bonne soirée.